Mais les théologiens nous demandent de respecter à la fois des règles sur les jours, ouvrir le possible c'est-à-dire qu'un dimanche, qu'un jour de fête, pas pendant le carême évidemment, pas pendant l'avant de Noël, donc c'est une centaine de jours. Vous ne pouvez pas. Pas au possible, vous ne pouvez pas chez vous non plus. Attention, parce que lorsque vous êtes marié, vous devez respecter aussi ça. Quand vous êtes marié, n'importe quel objectif, c'est la création. Donc, vous devez vous demander, est-ce que c'est dimanche? C'est dimanche, la nuit samedi, ça marche aussi. Si c'est Noël, Pâques, etc., vous oubliez aussi. Là aussi, ça vous enlève une centaine de jours. À vous aussi. Et puis ensuite, il faut vous dire, est-ce que l'objectif, c'est la procréation? Si l'objectif, c'est pas la procréation, vous oubliez. Bon. Ensuite, si vous le souhaitez, vous souhaitez avoir un enfant dans ce cas-là, est-ce que, quelle raison? Est-ce que c'est vraiment une envie d'enfant ou est-ce que c'est pour des raisons un peu plus pécheresses? Et en fait, ça vous réduit vraiment le... Bon, là, la question se pose un peu moins, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire des enfants quand on va au possibilum, mais il n'empêche qu'on nous impose une règle, c'est de ne faire que des actes qui ne sont pas contre nature, c'est-à-dire dont le but est de la procréation. Voilà, c'est comme tu ne retournes pas vers la route. On n'y va pas pour ça, mais on ne doit faire que des actes qui sont dans ce cadre-là. Les actes contre nature, donc au possibilum, vous oubliez. C'est ce qu'on appelle au Moyen-Âge les actes sodomites, qui englobent beaucoup plus de choses que ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire pas de commerce oral, pas de sodomie bien sûr, pas de interfémoral, c'est-à-dire entre les cuisses, etc. Des choses bizarres. Tout ça, vous oubliez. Évidemment, il ne faudrait pas confondre la femme honnête et la femme honnête. Donc, la femme sur le dos, vous oubliez aussi. Ça, c'est que pour la maison. Si vous êtes un homme marié, vous oubliez les prostituées, vous n'y allez pas, c'est interdit. Évidemment, vous n'en avez pas besoin. Donc on a des règles. Généralement, c'est le cheval érotique qui est privilégié, c'est-à-dire la femme dessus. Comme ça, il n'y a pas de doute. Vous n'êtes pas une femme honnête si vous êtes comme ça. Et en plus, ça permet de faire couler la semence et pas de risque de grossesse. Mais c'est pas vraiment un problème le risque de grossesse. Parce que les théologiens y ont pensé. C'est problématique. On ouvre un possibilum. Les hommes ne sont donc pas mariés puisque l'âge du mariage est en train de reculer au XVe siècle. On se marie pour les hommes vers 27 ans. Pour les femmes vers 25 ans, c'est très tard. Parce qu'on attend d'avoir de l'argent, on pourra faire une vraie cérémonie. Et parce que l'Église nous impose la cérémonie de mariage, beaucoup de couples avant pouvaient vivre en concubinage, c'est-à-dire en mariage de fait, ils ne passaient pas la cérémonie religieuse. C'est quelque chose qui se met en place au XIIe siècle, la cérémonie religieuse, dictée par l'Église, qui va mettre du temps à se mettre en place. Au XVe siècle, c'est le cheval de bataille de l'Église, c'est la reine du concubinage. Tout le monde doit le parier. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas le parier, donc il faut bien autoriser le possibilum pour compenser. Donc, bon. Quand vous avez le possibilum, c'est de pouvoir avoir des enfants. Mais vous ne pouvez faire que des actes qui le permettent. Problème. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, monsieur. Car, pour la pensée du Moyen-Âge, la prostituée est forcément une femme stérile. Pourquoi elle est stérile? Plusieurs raisons. C'est évident. Première raison, on est sur la théorie des humeurs. La théorie qui est notre corps est composé de 4 humeurs. La bile, la bile noire, le flec, la bile jaune et le sang. Ça,
agit sur tout ce que vous faites. Et généralement, vous considérez que les femmes sont plutôt froides et humides et que les hommes sont plutôt chauds et secs. C'est pour ça que vous êtes combattus. Chaud et sec. Le problème, c'est que la méritrice ne l'est pas. Elle n'est pas froide et humide. Elle est chaude et sèche. Non, pas si vite que ça. Elle est chaude et sèche. Donc, il n'y a aucun risque. On ne peut pas faire pousser des céréales dans le désert. Donc, pas de risque. Deuxième raison. C'est une famille qui travaille beaucoup, avec une partie de son anatomie, et donc elle est complètement crassée. C'est l'image qu'on a. Donc forcément, rien ne tient à l'intérieur. Et puis, troisième raison, qui est due à un changement de mentalité de cette femme du Moyen-Âge. À cette époque-là, on commence à considérer, pour les théologiens et l'Église, que pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait un partage de semences entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il y a la semence masculine et la semence féminine qui est représentée par le sang. Ça se mélange à l'intérieur du corps et si il y a du plaisir, ça fait un enfant. C'est la pensée qui est en train de se développer. Mais la méritrice, ça ne fait pas ça pour le plaisir, mais ça pour l'argent. Donc les théologiens sont sûrs et certains de leur coup, puisqu'elle ne fait pas ça par plaisir, il n'y a aucun risque d'enfant. En plus, comme elle ne fait pas ça par plaisir, ce n'est pas un péché, c'est juste un vice, pas de luxe, juste un vice. Et donc on peut accepter ces aumônes à l'église. Super. Et si par malchance, il y a un enfant qui arrive? Alors là, c'est quand même pas de chance. Ah, c'est pas de chance, mais bon. Alors déjà, d'une, ça veut dire qu'elle a pris du plaisir. Voilà. Ah, la pécheresse. Ah bah exactement. Parce que c'est à double tranchant cette idée. Hein. Donc, elle a pris du plaisir. Et en fait, dans les documents qu'on a, on a très peu de femmes enceintes au prostibulum. Donc probablement il y avait des actions contraceptives et abortives qui existaient. Je dis contraceptifs et abortifs parce qu'à l'époque on ne différencie pas vraiment les deux. On a des traces, alors évidemment c'est absolument interdit par l'Église, hein, mais on a des traces judiciaires où on a des utilisations d'herbes avalées ou appliquées. Un exemple très simple, le persil en très grande quantité, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire une persillade, mais en très très grosse quantité, c'est une plante abortive. Donc on a des traces d'avortement comme cela, sachant qu'au Moyen-Âge, on pense que l'enfant en est enceinte uniquement au 4e mois. Avant le 4e mois, on n'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment si on est enceinte ou pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas réglé comme aujourd'hui. C'est pas tous les 28 jours parfaits. On a des carences alimentaires. On peut avoir des temps de famine, de carême, de jeûne. Donc forcément, ça influe sur les menstruations. Et parfois, vous ne vous en rendez pas forcément compte par ce biais-là. Et c'est le fait qu'il bouge dans votre ventre qui fait qu'on considère qu'il a une âme. L'âme est arrivée, c'est important parce qu'on a des traces d'avortement, donc a priori jamais avec des outils, c'est soit des plantes, soit des coups qui sont portés, des vêtements trop serrés. On a une trace par exemple une méritrice qui a été interrogée pour un procès parce qu'on la soupçonne d'avoir provoqué une bagarre pour être battue, enfin, pour se battre et perdre l'enfant qu'elle portait. On suppose, la justice de l'époque suppose que cette bagarre n'a pas été faite comme ça, elle l'a fait exprès pour un enfant. Donc elle est jugée, on ne peut pas affirmer qu'elle est coupable, mais elle va être quand même bannie pendant quelques mois de la vie, alors qu'elle aurait pu avoir une peine de mort, puisque l'infanticide c'est l'un des crimes terribles au Moyen-Âge. Mais en fait, elle n'était pas enceinte depuis 4 mois. Donc même si elle a avorté, et les juges sont quasiment sûrs de ça, et qu'elle l'a fait exprès,
elle n'avait pas d'enfant, réellement, dans l'esprit hein, de l'époque. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas de peine importante, qu'elle est juste banale. Donc là, c'est un cas de méritrice, comme ça. Mais c'est assez rare. Je pense que souvent, elles sont un petit peu écartées. Vous pouvez pas attirer le monde en disant, voilà, il y a plein d'enfants dans un possible. Alors, comment ça se passe une journée hein les hommes vont au possible, je vous disais pendant la journée, hein, pas la nuit, et on enlève les armes à l'entrée, généralement, comme ça, pas de risque de bagarre. Ce sont des lieux où on boit, on mange, qui ressemblent un peu à des tavernes, des lieux de convivialité. Comme si le mot est pas bon. On peut y jouer aux dés. Les dés sont très mal vus, voire parfois interdits, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà joué aux dés, le dé qu'il n'y a pas de pari, ça n'a aucun intérêt. Donc ce sont souvent des paris d'argent, c'est interdit. On va parler donc on joue, etc. Et ensuite on peut aller avec une méritrice. Pour cela, il faut qu'elle soit consentante. Évidemment, là aussi, tout est relatif, hein, on est dans un possible. Donc pour cela, pour être sûr que le contrat est signé entre les deux personnes, on lui offre à boire. Mais sans rire. Ça n'a pas changé. C'est horrible. Hein, on lui offre à boire, si elle accepte le verre, ça veut dire que c'est bon. Il y a plus de monde. Non mais c'est horrible, c'est à cause de ça qu'on est... Donc l'affaire se déroule généralement en 30 minutes. On est précis hein, parce qu'on avait un document qui parle des études de Lyon, un lieu qui est absolument interdit, je vous rappelle, les études, il y a un lieu de prostitution où au bout de 30 minutes, le tenancier frappait à la porte pour faire sortir les gens. C'était généralement considéré comme la moyenne classique. Mais dans ces lieux-là, on peut aussi passer toute la journée sans aller avec une méritrice. C'est possible. On a également des documents où on voit que les gens ont discuté pendant toute la nuit, toute la journée, pardon, et puis on peut prendre une chambre pour toute la nuit avec quelqu'un. On sait également le prix, comme c'est légal. C'est l'équivalent en gros d'un grand repas avec du vin pour un homme. Donc c'est à la portée d'à peu près. C'est assez démocratique. Mais on peut y rencontrer à la fois des artisans, des apprentis, des clercs. Voilà, c'est assez large comme clientèle. Mais ça représente pour une femme, une passe, l'équivalent d'une journée de travail en ligne à Dijon. Donc, on se discute quand même. Évidemment, sur ce prix-là qui est énorme pour une femme de l'époque, il y a plein de choses qui sont enlevées. Hein. Parce que sinon, ça serait une semaine et après, on sortirait la évidemment, c'est toujours le cas. Donc, on enlève le prix de l'hébergement et des repas. On sait par exemple qu'à Valence, elles ont forcément une chambre, un lit et une paillasse. C'est dans leur attribution. On enlève également ce que récupère le tenancier du Possible. Généralement, en fait, c'est une tenancière qui s'appelle la mère abbesse. Pas une religieuse, mais elle s'appelle la mère abbesse et elle paye cher. Généralement, une ancienne méritrice en fait. Et c'est elle qui est en lien avec les autorités. On enlève également pour les autorités. Parce que c'est légal, c'est taxé, on récupère. Avec les paiements de la sécurité, en fait, des gens qui sont faire attention, qu'il ne se passe rien de bagarre, etc. Mais on a très peu de traces de bagarres réalisées dans un procès-mulhomme. Aucun cas de meurtre. Quand même. Ça se faisait juste devant, c'est ça? Probablement. Comme dans les boîtes, à Provence.
Et puis ensuite on sort également de l'argent pour la mettre pour les hospices qui s'occupent des anciennes prostituées. Donc souvent la fin de la vie d'une prostituée, c'est soit devenir tenancière, soit sortir de la prostitution, c'est très rare, soit se marier et sortir de la prostitution, c'est très rare également. Un homme peut racheter son âme pour le paradis. Hein. Évidemment, après, vous vivez avec une femme déshonnête. Et on est quand même dans des cultures qui sont sur la rumeur, sur tout le monde se connaît. C'est jamais bien facile, c'est très rare. Et puis l'autre possibilité, c'est de finir dans ces hospices. Donc, ce sont en fait des sortes de maisons communes, un petit peu comme des couvents, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, les femmes finissent là-bas. Donc c'est une sorte de caisse retraite. On met des aumônes et ensuite le reste de l'argent est mis en commun et il est divisé en parts égales sur toutes les méritrices qui sont là. Si vous voulez gagner plus, vous faites des extras. Mais c'est que de l'illégal, forcément. Donc c'est en dehors du prostimulum, c'est la nuit. Ça c'est que de l'illégal. Mais sur le principe, c'est un principe qui est complètement classique dans l'organisation des artisans de l'époque. Tout simplement. Il n'y a pas de gros changement. Le seul problème, c'est que c'est évidemment un métier qui est déshonorant.